Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si vous ne le savez toujours pas, mon nom est Sylvain et je suis là pour faire partager mon métier de steward, pour vous faire découvrir ce magnifique travail, mais également pour vous faire découvrir le monde du voyage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui sera en fait une petite foire aux questions sur les questions qu'on me pose le plus souvent concernant le métier d'hôtesse de l'air et de steward. Donc j'ai pris 5 questions que je vais donc du coup exposer dans cet épisode afin d'essayer de vous répondre de manière le plus simple et le plus claire concernant vos interrogations. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent et à activer la petite clochette. Et si vous m'écoutez en audio, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur la plateforme iTunes, et que ce soit en audio ou en vidéo. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez également d'autres questions que je ne réponds pas dans cet épisode, n'hésitez pas à les poser. Je ferai un plaisir d'y répondre dans un nouvel épisode foire aux questions. Première question que l'on me pose souvent. Combien gagnes-tu en tant que steward? Alors cette question est un vaste sujet. Parce que comme vous vous doutez, je ne vais forcément pas vous donner mon salaire exact. Mais tout simplement parce que les salaires varient, mais alors varient énormément d'une compagnie à l'autre. Il faut savoir, et là je parle toujours dans le cas de cet épisode des compagnies aériennes, on va dire globalement européennes. Je ne prends pas en compte les compagnies du Golfe qui ont une manière de fonctionner différente, ou bien encore les compagnies asiatiques. Là on parle vraiment compagnies aériennes européennes, aussi bien françaises qu'étrangères, compagnies à bas coût ou pas à bas coût. Alors pour la question, combien gagnes-tu? Combien gagne une hôtesse de l'air ou un steward? Alors la réponse va être entre le SMIC, voire un peu moins pour les compagnies qui payent le moins, jusqu'à 3, 4, voire 5 000 euros en fonction de l'ancienneté pour les compagnies qui payent le plus. Alors, les compagnies qui payent entre 800 1000 euros le SMIC, c'est les compagnies que je suppose vous avez en tête initialement. Voilà, donc je vais pas les citer, ou du moins je ne vais pas la citer forcément, mais c'est pas forcément la compagnie que je porte le plus dans mon cœur. Et concernant les compagnies aériennes qui font payer le plus, c'est souvent les compagnies nationales qui offrent des privilèges pour ces PNC, ces hôtesses et stewards les plus anciens. Après, évidemment, le salaire va également varier en fonction de votre position dans la compagnie dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que lorsque vous débutez, vous êtes considéré comme un junior, donc votre salaire est moindre durant une période donnée. Et ensuite, plus vous gagnez en ancienneté et plus vous gagnerez en salaire. Ensuite, si vous passez chef de cabine, instructeur, chef de cabine principale, à ce moment-là, votre salaire sera également augmenté. Ensuite, la manière de calculer un salaire au niveau des compagnies aériennes va également varier d'une compagnie à l'autre. Pour ma part, par exemple, si je prends le cas de la compagnie dans laquelle je travaille, j'ai un salaire de base. Et ensuite, à chaque rotation, à chaque vol que j'effectue, à ce moment-là, en fonction de la destination, je vais toucher un montant, que ce soit un vol plus ou moins long. Donc en fonction de la destination, du kilométrage entre guillemets effectué, du temps de vol, je vais toucher une commission, enfin du moins, je vais toucher une prime de vol. Ensuite à ça se rajoutent les commissions. Et si jamais il y a un découché à la clé où je dois rester à l'hôtel, une nuit ou plusieurs nuits, à ce moment-là, je vais également toucher une somme forfaitaire qui sera fonction du pays dans lequel je me trouve. Ce moyen de fonctionnement de paiement est globalement le même d'une compagnie aérienne à l'autre. Après, pour les compagnies long courrier, souvent les crews, les PNC reçoivent une enveloppe d'argent en liquide, ou alors le mois prochain sur leur salaire, on leur dit voilà, vous êtes à telle destination, vous pouvez dépenser tant d'argent. Et à ce moment-là, l'hôtesse de l'air, le steward, va pouvoir utiliser cette somme pour se faire plaisir sur place, pour manger, ou alors ou boire, ou alors va mettre cet argent de côté et faire un peu ric-rac, on va dire, pour augmenter son salaire à la fin du mois. Deuxième question, qui sera en fait deux questions en une seule.
c'est quelle est la taille minimale pour être hôtesse de l'air, et la deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est je suis un peu en surpoids, est-ce que c'est grave? Alors, concernant la question de la taille, il n'y a pas de taille minimale. Il faut savoir que en Europe particulièrement, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je parle bien de l'Union européenne, enfin de l'Europe au sens large. Je ne parle pas des compagnies asiatiques qui font encore une sélection au niveau, et des compagnies également du Golfe qui font une sélection au niveau du physique. En Europe, en fait, il n'y a pas de taille, de poids minimum, maximum à faire. Ensuite, ça c'est la théorie. Et en pratique, il faut quand même être honnête. Une hôtesse de l'air qui fait 1m50, autant veut dire qu'au quotidien, c'est galère. Non pas parce qu'elle travaille moins bien ou autre, c'est tout simplement parce que lorsque l'on est trop petit, eh ben, on n'arrive pas à atteindre les casiers, les racks à bagages, et c'est franchement galère. Dans ce cas-là, les hôtesses, les collègues en question que je vois quasiment au quotidien, ben, sont obligés de monter sur les sièges pour réussir à fermer les casiers, ou bien encore sont obligés de monter sur ce qu'on appelle les canistères. Donc c'est les boîtes qui contiennent les plateaux repas par exemple, ou les outils qu'on a besoin au quotidien pour réussir à récupérer ce qui se trouve derrière. Donc non, il n'y a pas de taille minimale, mais oui, au quotidien ça peut être entre guillemets un petit handicap. Au même titre que si vous êtes trop grand, si vous faites 2 mètres de haut et que vous vous retrouvez dans un petit Embraer, forcément, au quotidien, c'est pas pratique. Concernant le poids, alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de poids maximum ou minimum, on va dire. On peut être en chair, il n'y a pas de problème. Regardez-moi, je fais pas 50 kilos, hein, j'ai pas d'abdos, mais voilà, ça reste tolérable entre guillemets. Concernant le poids, en fait, la seule limite qui, en fait, va rentrer en jeu, c'est tout simplement de pouvoir fermer sa ceinture de sécurité au décollage et à l'atterrissage. Parce que forcément, si vous n'arrivez pas à fermer votre ceinture de sécurité sur votre siège crew, sur votre siège de l'hôtesse de l'air, de steward, là, ça risque de poser problème. Donc en fait, la seule limite de taille, de poids, on va dire, ça résumera en fait à ça. Et là, effectivement, ça peut poser problème si d'un coup, vous n'arrivez plus à fermer votre ceinture. Mais au-delà de ça, on peut avoir des formes, on peut être petit, on peut être un peu grand. Il n'y a au contraire pas de problème. C'est ce qui est bien avec le métier d'hôtesse de l'air et de steward de nos jours, c'est que il n'y a plus forcément de critères physiques. Et moi, personnellement, je trouve ça bien, même s'il y en a qui ont encore le mythe de l'hôtesse de l'air de la Paname. Ça, c'est fini. On est au 21e siècle. Il faut avancer il faut aller de l'avant, et ça, c'est cool. Autre question que l'on me pose, c'est est-ce qu'on doit vivre à côté de l'aéroport dans lequel on travaille? Alors pour cette question, il va y avoir deux réponses possibles. La première, c'est concernant si on est en moyen et court courrier, et la deuxième, si on est en long courrier. Si on est en court et moyen courrier, à ce moment-là, oui, il est préférable de vivre à côté de l'aéroport, ou du moins dans le secteur de l'aéroport dans lequel on est basé. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait du court ou du moyen courrier, on peut être amené à travailler plusieurs jours de suite et avoir des astreintes. À ce moment-là, vous avez un temps maximum pour vous rendre à la base, sur votre aéroport où vous êtes rattaché. Pour ma part, par exemple, je vis dans 1h30 autour de mon aéroport, parce que ma compagnie aérienne me demande d'être sur place en 90 minutes maximum lorsque je suis appelé par les opérations. Quand je suis par exemple en astreinte et qu'ils ont besoin de moi, il faut que j'y sois en 90 minutes. Pour d'autres compagnies aériennes, ça va être 30 minutes, voire 1 heure. Donc il n'y a pas de règle précise à ce niveau-là, mais lorsqu'on fait du court et du moyen courrier, oui, il est préférable de se retrouver de loger dans un environnement proche de l'aéroport. C'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Ensuite, si vous faites du long courrier, alors là, c'est une autre paire de manches, tout simplement parce que quand on part en long courrier, à ce moment-là, on part pour plusieurs jours, souvent pour la semaine. Vous faites votre vol, vous restez 1, 2, 3 nuits sur place, et ensuite vous rentrez à destination chez vous, et vous avez votre repos qui suit. À ce moment-là, non, il n'est pas obligatoire d'avoir un logement sur place. Vous pouvez très bien vivre en province ou vivre à l'autre bout du monde. Du moment que vous venez pour effectuer votre vol, il n'y a aucun problème. Alors, long courrier, si vous voulez rester loin de l'aéroport, si par exemple vous êtes basé Charles de Gaulle, Londres, Madrid, où vous voulez, à ce moment-là, ça pose pas trop de problème de vivre loin de son aéroport.
Il faut juste garder en tête l'histoire des astreintes pour pouvoir vous rendre sur place. Alors je sais qu'il y a des collègues qui, quand ils ont des astreintes, se déplacent dans leur aéroport le temps de leur astreinte, ou d'autres qui en fait se réunissent et vont à l'hôtel, ou etc. pour la veille de leur vol, pour être directement sur place et pas devoir prendre le TGV par exemple le matin et pour se retrouver ensuite le vol l'après-midi. Donc ça c'est une question d'organisation, mais pour du long courrier, non, il n'est pas obligatoire de vivre en zone aéroportuaire. Autre question, mais là je pense que vous connaissez par avance la réponse, c'est est-ce que l'anglais est indispensable? Alors oui, l'anglais est littéralement indispensable. L'aérien, c'est un métier où on est en contact avec des gens du monde entier, donc l'anglais est la langue internationale. Donc oui, il faut parler en anglais et oui, il faut avoir un bon niveau. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un bon niveau, ou tout du moins un niveau acceptable, correct? Tout simplement parce qu'on va avoir des gens qui parlent anglais avec un accent nord-américain, anglais, japonais, chinois, espagnol, ce qu'on veut. Et forcément, il faut avoir un bon anglais pour réussir à se faire la main. Ma recommandation, c'est voyager pour se faire l'oreille. C'est lire des livres en anglais, c'est écouter des émissions radio en anglais, regarder Netflix en anglais, YouTube en anglais. Rien de bien compliqué. Aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour se faire la main assez facilement. Et au-delà de l'anglais, il est vivement recommandé de parler d'autres langues, que ce soit le français, si vous êtes français comme moi, ou allemand, ou espagnol, ou italien. Mon conseil, si vous êtes un jeune steward ou une jeune hôtesse de l'air, c'est de parler chinois. Alors pourquoi parler chinois? Tout simplement parce que le chinois est la nouvelle langue internationale, que dans le commerce tout se fait de plus en plus en chinois. Il faut pas se leurrer, l'anglais c'est bien mais le chinois c'est également un plus. Donc si vous avez la possibilité d'apprendre le chinois, sincèrement je vous le recommande chaudement. Cela ne sera qu'un plus pour votre future carrière de steward et d'hôtesse de l'air. Enfin, dernière question que je répondrai dans cette première foire aux questions. S'il y en a d'autres, je ferai évidemment d'autres épisodes. C'est peut-on avoir des enfants en tant que hôtesse de l'air? Alors j'imagine que cette question sous-entend c'est l'organisation par rapport à la vie de famille. Parce que oui, évidemment, on peut avoir des enfants, avoir une vie de famille tout à fait normale lorsque l'on est PNC. La seule chose à avoir en tête quand on est hôtesse de l'air et qu'on a une vie de famille à côté, bon, steward, c'est la même chose, on peut être père et mère, c'est pas le problème, c'est l'organisation au quotidien. Et ça, c'est peu importe, court, moyen, long courrier, le problème est le même. Il faut en fait avoir constamment des solutions de rechange de prêt, que ce soit avec la nounou, la belle famille, les beaux-parents, papa, maman, le voisin, la voisine qui peut garder grosso modo son enfant lorsqu'on en a besoin, parce qu'il faut savoir que, comme vous vous doutez, il y a beaucoup d'astreintes et qu'il faut pouvoir être assez réactif. Donc oui, on peut être parent, on peut avoir une vie de famille, une vie de couple, là il n'y a pas de problème, mais il faut avoir quand même une organisation du tonnerre derrière, et ça c'est juste indispensable de l'avoir en tête lorsqu'on postule pour ce travail. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Une nouvelle fois, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire dès à présent. Et si vous êtes sur iTunes, en podcast, n'hésitez pas également à mettre des commentaires ainsi que 5 étoiles. En tout cas, une nouvelle fois, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.